Elle ne sait pas qu'il est là. Elle est allongée dans un champ de fleurs, bleues, vertes, jaunes, d'une vivacité impossible. Son corps si doucement fondu dans le paysage qu'elle semble en faire partie. Les yeux fermés, complètement en paix. Le genre de sommeil qui n'arrive que lorsqu'on se sent totalement en sécurité. Et derrière la montagne au-dessus d'elle, à peine visible, un œil énorme observe. Pas d'attaque, pas de mouvement, juste un regard. Cet œil appartient à une créature de la taille d'une montagne. Elle pourrait l'écraser sans effort. Elle pourrait mettre fin à cette scène en un instant. Et pourtant, elle reste derrière la crête, à moitié cachée, regardant vers le bas, avec une expression qui, et c'est ce qui reste gravé, ne ressemble pas du tout au visage d'un monstre. Ce tableau s'appelle le Cyclope. Il a été peint par l'artiste français Odilon Redon, quelque part entre 1898 et 1914. Il est conservé au Kröller-Müller Museum aux Pays-Bas. Et c'est l'une de ces œuvres où plus on la regarde, moins on est certain de ce qu'on voit réellement. Est-ce que la créature la protège ? Guette-t-elle ? L'aime-t-elle de loin, d'une distance qu'elle sait infranchissable ? Redon ne l'a jamais dit. Il croyait qu'un tableau ne devait pas être expliqué, il devait se ressentir. Alors, ressentons-le. Avant de comprendre ce que Redon a fait avec ce tableau, il faut savoir ce qu'il était. Né à Bordeaux en 1840, enfant maladif qui passa l'essentiel de son enfance seul dans le domaine familial à la campagne, tandis que les autres enfants jouaient au soleil, il se décrivait lui-même comme quelqu'un qui cherchait l'ombre. Il regardait les nuages, il construisait des mondes intérieurs, il grandit plus à l'aise dans l'imagination que dans la réalité. À 30 ans, France l'envoya combattre dans la guerre franco-prussienne. Il y alla. France perdit. Il revint avec une tête pleine d'images dont il ne pouvait pas se débarrasser. Ce qui suivit fut près de 20 ans de travail presque exclusivement en noir, fusain et lithographie. Pas de couleur. Les œuvres qu'il produisit durant cette période, il les appela « ces noirs », étaient habitées par des choses qui n'auraient pas dû exister. Des araignées à visage humain, des yeux avec des ailes de chauve-souris dérivant dans l'espace vide, des têtes coupées qui souriaient. Un monde obéissant à la logique du rêve où les règles de la nature ne s'appliquaient pas. Et puis, vers la fin du siècle, quelque chose changea. La couleur arriva. Pas progressivement, soudainement, complètement, de façon écrasante. Les monstres étaient toujours là, mais maintenant ils existaient dans des paysages d'une beauté extraordinaire. Des fleurs dans des couleurs qui ne semblaient pas possibles, une lumière qui semblait venir de l'intérieur des objets plutôt que du soleil. L'obscurité n'avait pas disparu, elle avait simplement appris à vivre à l'intérieur de quelque chose de beau. Le cyclope est l'expression la plus complète de ce tournant. Le mythe que Redon a choisi est important, parce qu'il n'a pas choisi le cyclope que tout le monde connaît. La version célèbre de Polyphème, c'est celle de l'Odyssée d'Homère, le géant anthropomorphe qui piège Ulysse et ses hommes dans une grotte et commence à les dévorer un à un. Brutal, aveugle, un monstre au sens le plus direct du terme. Mais il existe une autre histoire de Polyphème, plus ancienne, plus silencieuse, bien moins connue. Il tomba amoureux. L'objet de son amour était Galatée, une nymphe marine d'une beauté extraordinaire. Et Polyphème, cette créature de violence et de destruction, fut complètement défait par elle. Les poètes antiques décrivaient son obsession comme une des formes d'amour les plus tragiques qui soient, totale, dévorante et entièrement non partagée. Parce que Galatée aimait un autre, un jeune berger sicilien nommé Assis, et Polyphème, incapable de le supporter, finit par écraser son rival sous un rocher. Mais avant que cela arrive, avant que l'histoire bascule dans la violence, il y eut ceci, un géant caché derrière une montagne, regardant une femme dormir dans un champ, trop énorme, trop effrayant, trop fondamentalement autre pour s'approcher d'elle, le sachant, et regardant quand même. C'est ce moment que Redon a choisi de peindre. Pas le monstre, pas la violence, le désir impossible. Regardez comment le tableau est divisé.
La moitié inférieure est le monde de Galatée, douce, chaude, vivante. Son corps s'incurve dans les fleurs comme s'il y avait poussé. Les couleurs sont les couleurs d'un rêve d'été. Des bleus et des verts et des jaunes saturés qui semblent plus réels que la réalité. Elle est totalement en paix. Elle ne sait pas qu'elle est observée et ce non-savoir est la condition entière de sa paix. La moitié supérieure appartient à autre chose. La crête de la montagne est sombre. La créature qui en émerge est énorme. Sa tête occupe presque toute la moitié supérieure de la toile. Mais ce que Redon fait de cette échelle est extraordinaire. Il ne l'utilise pas pour créer une menace, il l'utilise pour créer du pathétique. L'œil est le centre de tout. Un seul œil, disproportionnément grand même pour une créature de cette taille, dirigé non pas vers Galatée, mais vers nous, comme si le cyclope venait de réaliser que nous le regardons la regarder, pris sur le fait. Et l'expression dans cet œil n'est pas la rage, ce n'est pas la faim, c'est quelque chose de bien plus difficile à nommer. Certains spectateurs l'appellent tendre, d'autres le trouvent troublant précisément parce qu'ils ne peuvent pas décider si c'est de la tendresse ou non. Cette ambiguïté est le tableau. Redon fut obsédé par les yeux toute sa carrière. Dans ses noirs, il peignit des yeux dérivant dans l'espace sans corps attaché, des yeux montés sur des ballons traversant des ciels vides, des yeux devenus des créatures autonomes, pas les organes d'un être plus grand, mais des entités indépendantes avec leur propre volonté. Dans la tradition symboliste, l'œil représentait deux choses simultanément, la connaissance et la surveillance, la capacité de voir et de comprendre et l'acte d'observer sans être vu, sagesse et violation habitant la même image. Le Kröller-Müller Museum note que dans l'œuvre de Redon, l'œil est souvent le symbole de l'âme humaine, le monde intérieur que chacun de nous porte, invisible aux autres, percevant et ressentant des choses qu'on ne peut jamais pleinement exprimer. C'est exactement ce que fait Polyphème derrière cette montagne. Il ne prépare pas une attaque, il ne s'apprête pas à la violence, il fait quelque chose de bien plus intime. Il se permet, de la seule façon qui lui est accessible, d'être proche de ce qu'il aime, caché, silencieux, énorme et complètement impuissant en même temps. Tous les artistes qui ont peint ce mythe avant Redon l'ont peint de la même façon. Polyphème comme menace, comme force brute, comme la violence sur le point d'arriver. Raphaël l'a peint, Poussin l'a peint, Gustave Moreau l'a peint. Dans toutes ces versions, la créature domine, le paysage se rétracte devant elle. Redon regarda la même histoire et y trouva quelque chose de différent. Il trouva l'intériorité du monstre, la vie intérieure d'une créature qui n'a aucune raison d'en avoir, et qui en a une, indéniablement. Un être capable d'une tendresse qu'il n'a aucun moyen d'exprimer, d'un désir qu'il ne peut agir sans détruire ce qu'il désire, d'un amour qui se manifeste par le regard de loin pour toujours, parce que s'approcher signifierait tout perdre. C'est un portrait du plus humain des sentiments, donné à la figure la moins humaine qui soit. Et Redon fait une chose de plus que tous les autres peintres ont oublié de faire. Il rend les fleurs belles, pas menaçantes, pas de mauvais augure, genuinement extravagantes, absurdement belles, comme si le monde qu'habite Galatée était si vivant et si plein de lumière qu'il rend l'obscurité de la créature plus complète par contraste. Elle est dans la lumière, il est derrière la montagne. Les deux choses sont vraies en même temps et aucune n'annule l'autre. Redon passa sa vie à refuser d'expliquer son travail. Quand on lui demandait ce que ses tableaux manifestaient, il réorientait la question. Sa position était constante. Une image qui peut être entièrement expliquée n'a aucune existence intéressante. Ce qu'il cherchait, c'était quelque chose qui contournait l'explication et arrivait ailleurs, quelque part dans le corps, quelque part que la pensée n'atteint pas. Il disait que son art consistait à mettre la logique du visible au service de l'invisible. C'est ce qu'est le cyclope. Le visible, une femme qui dort dans un champ, un monstre qui observe depuis une montagne, un tableau qu'on peut décrire en 2 phrases. L'invisible, ce que ça fait d'aimer quelque chose qu'on ne peut pas avoir, d'être trop soi-même pour être ce dont quelqu'un a besoin, de regarder de loin parce que l'alternative est pire, d'être énorme et seul et capable d'une tendresse extraordinaire et de n'avoir nulle part la mettre. L'œil nous regarde, nous le regardons en retour. Et pendant un moment, avant de se souvenir que c'est un monstre, avant de se souvenir que c'est un mythe, quelque chose dans ce regard nous semble familier.